Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous comment se faciliter la tâche un petit peu, comment s'organiser avec la fameuse continuité pédagogique. C'est vrai que depuis mi-mars, on se retrouve à la maison, confinés déjà bien entendu, mais aussi à devoir gérer pour certains le télétravail, toute la fratrie et puis aussi ce fameux travail scolaire à la maison. Alors c'est vrai qu'on va se mettre, ça va apporter beaucoup de pression en tant que parent, de fatigue aussi, puisque finalement ça nous ajoute une tâche supplémentaire qui n'est pas du tout habituelle pour nous et qui n'est pas simple. Et on se met aussi beaucoup de pression parce qu'on se dit si jamais j'ai pas fait tout ce qu'il faut comme il faut, comment ça va se passer ensuite quand il va falloir retourner à l'école, est-ce que mon enfant aura le niveau, est-ce qu'il va réussir à rattraper ce retard qu'il n'a pas eu, etc. Donc déjà, la première chose, c'est que nous ne sommes pas les professeurs de nos enfants, il faut s'enlever déjà cette pression, on fait ce qu'on peut et on va essayer de voir comment se faciliter un peu les choses grâce à la pédagogie positive. Donc la pédagogie positive, elle s'articule sur 3 axes. Elle va prendre vraiment l'enfant ou l'adolescent ou même la personne dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'approche tête, cœur, corps. Donc oui, la tête, effectivement, pour bien apprendre, il va falloir savoir s'organiser, mémoriser, se connaître comment son fonctionnement, etc. pour être efficace. Mais il va falloir aussi prendre compte de son corps. En effet, un corps qui n'est pas bien oxygéné, pas bien nourri, qui est fatigué, il va pas être aussi efficace pour apprendre. Le cerveau, il s'appuie aussi sur tout le reste de notre corps. Et puis la dernière partie, c'est la partie cœur, donc la partie des émotions. On s'aperçoit que les émotions vont vraiment avoir un vrai impact sur les apprentissages. Et en ce moment, en cette période un peu spéciale, nos émotions et surtout un peu quand même l'anxiété et la peur, parfois la colère et l'énervement peuvent entrer en scène et nous poser problème dans nos apprentissages, enfin dans ceux de nos enfants en l'occurrence. Donc je vais essayer de vous donner quelques pistes à travers ces 3 axes, donc tête, cœur, corps, pour se faciliter la tâche et pour que ce travail supplémentaire qui nous est demandé soit plus simple pour nous, pour qu'on puisse accompagner nos enfants dans les meilleures conditions possibles. Donc on va commencer par la tête. Donc la première chose à faire, ça va être d'organiser son temps de travail, en n'oubliant jamais les pauses, en n'oubliant jamais non plus les moments de récréation, c'est-à-dire où on ne va pas travailler. Il faut vraiment fixer tout ça un peu à l'avance, sachant toutefois que le rythme de l'école ne doit pas être le même que le rythme à la maison. Il est hors de question qu'un enfant soit devant l'ordinateur Pronote, le NT ou je ne sais quoi, ou les mails, de 8h30 le matin à 16h30 avec une pause le midi comme à l'école. Je pense qu'il faut vraiment prendre des choses autrement. C'est aussi le moment de pouvoir aller au rythme de votre enfant. Pour vous donner un exemple ici, chez moi, où j'ai 2 collégiens et 2 étudiantes, elles se débrouillent. Donc mes 2 collégiens, je les réveille le matin, mais pas trop tard, je les laisse dormir un peu plus. D'habitude, ils se lèvent à 6h30. Je vois pas l'intérêt qu'ils soient à 8h30 sur le pied de guerre devant leur travail. Donc on y va tranquille, ils commencent à travailler vers 10h. Voilà, tranquillement, et comme ça, on coupe, on fait des pauses et on s'y remet un petit peu l'après-midi quand c'est nécessaire en fonction du travail demandé. Donc la première chose, c'est de trouver un rythme, mais de trouver celui qui va vous convenir à vous et à vos enfants, celui de la famille aussi. Voilà, donc je sais qu'il y a des enfants ou des ados qui vont préférer bosser beaucoup le matin. Il y en a pour qui le matin, les ados, c'est même pas la peine. Ils dorment jusqu'à midi si on les laisse faire. Et du coup, pourquoi ne pas travailler plutôt sur l'après-midi? C'est pas un problème, c'est le moment de s'adapter à chacun. Donc ensuite, une fois qu'on a mis en place ce rythme, on peut aussi essayer de décider tous ensemble quel va être le rythme qui convient à tous. On va surtout découper le travail en petites tâches, en petites séquences. Ça va vraiment aider à ce que ce soit beaucoup plus digeste, on n'oublie pas les pauses et ça va aussi respecter le temps de concentration et d'attention de chacun parce que, encore une fois, là-dessus on est tous différents. Pendant ces petites pauses, on peut s'aérer, boire un verre d'eau, se dépenser un peu comme on peut, mais en tout cas
Voilà, ces pauses sont primordiales et vraiment ne pas les négliger parce que sous un aspect de peut-être je vais perdre du temps, ben non, au contraire, on va vraiment gagner et après être beaucoup plus efficace. Ça va être aussi l'occasion d'essayer de tenir compte du fonctionnement de chacun, ce qui est beaucoup plus facile à la maison qu'en classe. Quand on a une classe de 30 élèves, les professeurs, ils ne peuvent pas s'adapter à chaque élève. Là, on va pouvoir tenir compte de son rythme, mais aussi de sa manière d'apprendre, hein, comme on a vu avec les plus grands déjà, son mode de fonctionnement, utiliser vraiment des techniques qui sortent un peu de l'ordinaire, donc ça peut être le sketch note, les cartes mentales, ça peut être faire des petites flashcards, des petites cartes de révision, mais amusantes, ludiques, ça peut être aussi internet, hein, il ne faut pas le négliger, il y a quand même des ressources assez énormes, alors le tout c'est de ne pas s'y perdre. On peut utiliser aussi les jeux de société, voilà, il y a vraiment une multitude de possibilités pour travailler autrement. Ce qu'il va falloir aussi faire, ça va être de se fixer des objectifs. Attention, on ne se fixe pas des objectifs inatteignables, le but n'est pas de se mettre la pression, mais juste de se motiver. Le fait d'avoir des objectifs, ça va être motivant. Alors on dit que les objectifs doivent être malins. Donc le M, ça veut dire mesurable, c'est-à-dire qu'on doit savoir quand il commence, quand il se termine et surtout si on l'a réussi ou pas. Il doit être aussi atteignable, c'est-à-dire c'est le A de malin, atteignable, c'est-à-dire que si un objectif est inabordable, on se démotivera, on n'essaiera même pas. Donc un objectif doit être atteignable. Il doit être le L limité dans le temps, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on doit savoir quand il se termine. Ils doivent être aussi individualisés, c'est-à-dire que vraiment spécifique à la personne et c'est vraiment important, voilà, qu'il lui soit adapté. Le N de malin qui veut dire négocier avec le jeune, c'est-à-dire qu'il ne va servir à rien de fixer des objectifs si l'enfant ou l'ado n'est pas d'accord. Le S qui veut dire spécifique, c'est-à-dire qu'il va savoir comment il va devoir faire pour l'atteindre. Il faut qu'il sache quelles vont être les étapes, quelles vont être les choses qu'il va devoir mettre en place. Donc voilà, se fixer des objectifs, ça va un peu aider à la motivation, hein, clairement, qui peut parfois manquer à la maison, c'est pas évident. Hein. Voilà, donc ça c'était pour la partie tête. Donc comme je vous disais tout à l'heure aussi, le corps va vraiment être important, il va être important d'en prendre soin, de répondre à ses besoins pour pouvoir apprendre correctement. Donc comment faire? Alors déjà il faut bien dormir, bien manger, boire de l'eau, bouger. Alors on essaye de respecter son rythme de sommeil, on essaye de bouger, de faire du sport. Alors évidemment, en appartement confiné, c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de ressources sur internet qui permettent, même en appartement, de faire un petit peu quelques petits mouvements de sport et souvent ils sont assez partants pour ce genre de choses. Et autre chose, boire de l'eau, hein, c'est vraiment très important. L'eau va vraiment aider à la circulation d'informations, donc on va mieux mémoriser, ça va aider à la concentration. L'eau, c'est 80% de notre corps, donc on en a vraiment beaucoup besoin. Et une grande majorité des enfants et adolescents est plutôt en situation de déshydratation, il manque d'eau. Donc on n'hésite pas, on boit avant les devoirs, de l'eau hein, surtout, on boit pendant les pauses, voilà, ou dès qu'on sent un petit coup de pompe, un verre d'eau. Alors de l'eau, sans rien dedans. Ça va être aussi important d'oxygéner notre cerveau. Donc aérer la pièce avant de se mettre au boulot un petit quart d'heure, c'est pas un geste qui coûte énormément, mais qui va vraiment aider à l'efficacité dans le travail. Donc ça, c'était pour la partie corps. Parler de la partie émotionnelle, le cœur, parce que c'est aussi une grande partie dans les apprentissages. Les émotions ont vraiment une grosse influence sur nos apprentissages. Il faut savoir qu'une personne qui est stressée, un enfant qui est stressé, ou un adulte, hein, on n'est plus qu'à 33% de nos capacités cognitives. Donc ça va vraiment être important de prendre en compte nos émotions. Ça c'est tout le temps. Sachant qu'en ce moment les émotions sont quand même pas mal perturbées. On est dans une période qui va être plutôt anxiogène hein, quand même, avec ce virus qui court, peut-être malheureusement des gens touchés, proches, le stress des parents qui doivent gérer le côté prof, le côté travail personnel, télétravail, ou voire qui travaillent à l'extérieur parfois hein, aussi bien sûr, la fratrie, la maison, etc. Donc c'est vraiment une période où le stress, l'anxiété sont vraiment présents. Donc ça va être vraiment important de poser des mots,
d'en parler avec eux avant de se mettre au travail. Quand on voit que ça va pas, il faut pas hésiter à en parler, hein, et à poser les choses. Alors il s'agit pas forcément, une émotion elle est là, elle a un sens et on ne peut pas la réfréner. Par contre je pense que de se sentir entendu, là j'ai entendu, t'as un peu peur parce que si, parce que ça, moi aussi parfois là en ce moment je suis un peu stressée, etc. Je pense que de les poser, d'en parler ensemble va vraiment être primordial pour que ça avance mieux sur les apprentissages. Mais du coup je pense qu'avant tout ce qui doit ressortir de cette période, ça va être plutôt tout ce qui est le relationnel, et c'est ça qui va être important, c'est ça qui va en ressortir. Donc pas de pression sur les apprentissages, mais vraiment ces émotions, à parler, à échanger dessus, laisser poser des questions sur ce qui les inquiète. Au contraire, je pense que ça va être primordial. Alors je peux vous proposer 2 exercices que je fais moi avec les miens ou parfois en accompagnement. Alors le premier s'appelle la vidange du cerveau. Donc en fait souvent ça peut être fait avant de dormir ou avant les devoirs avec les plus jeunes. Moi je le fais parfois en début de séance quand je vois qu'ils arrivent un peu stressés, énervés, bref, ou un peu dépassés. Voilà, il va s'agir de faire une carte à bulles. Je vais vous mettre une petite image de ce que c'est, à quoi ça ressemble en tout cas. Et sur cette carte, vous allez poser, chrono en main, surtout pas plus de 3-4 minutes, toutes les choses qui vous encombrent, qui encombrent la tête. Ça peut être pour nous parents, hein, parce que voilà, ça permet de poser les choses, ou pour eux avant de se mettre au boulot ou avant de dormir. Ça permet vraiment de vider la tête. Et on n'est plus disponible pour la suite. Donc ça, c'est un exercice que je fais régulièrement, moi personnellement ou avec les enfants que j'accompagne. Voilà, et ça peut être vous aussi parents, quand vous sentez les choses qui débordent, n'hésitez pas à le faire. Pour tout ce qui est émotion, ça va être intéressant aussi d'utiliser leur créativité. En effet, ça va être vraiment un moyen d'expression, hein, pour toutes ces émotions qu'ils ont au quotidien. Donc moi, ce que j'ai pu proposer dernièrement, ça va être de faire ce qu'on appelle un vision board, un tableau de visualisation. On appelle ça aussi parfois un tableau de rêve. Moi, je le fais aussi régulièrement avec les enfants que j'accompagne, les ados aussi. Je le fais pour moi aussi. Donc sur ce tableau, on va mettre tous nos rêves, nos envies. Ça peut être en découpant, en dessinant, en écrivant, peu importe. On balance tout. Puis ce tableau, il est joli, on aime le regarder. Donc là, ce que je peux vous proposer, et ce qui peut être fait soit ensemble en famille, soit vous le faites faire à vos enfants, soit vous le faites pour vous-même. Enfin vraiment, voilà, on sort les magazines, les feutres, les crayons, la colle, avec ce que vous avez, hein. Parfois on peut aussi le faire numériquement, hein, sur une page avec l'ordinateur, hein, en prenant des photos sur internet. Mais un petit tableau avec toutes les choses que vous avez envie de faire quand vous allez enfin sortir. Voilà, donc ça c'est des choses qui vont permettre d'exprimer aussi ses émotions, ses envies, et de continuer aussi à avoir des objectifs pour après. Voilà, donc ça c'est 2 exercices que je trouve plutôt sympas et qui peuvent bien aider tant vous, les parents, que vos enfants. Alors vous pouvez choisir de les faire tous ensemble, ça peut être un moment d'échange ou voilà, mais vous pouvez aussi choisir de le faire vous tranquille dans votre coin, parce que je crois que ce qui va être aussi important là dans ces périodes, c'est de réussir, et c'est pas toujours évident quand on se retrouve à plusieurs dans un espace parfois réduit, on n'a pas forcément un jardin, etc. pour s'isoler, de trouver un moment seul, mais en tout cas si vous y arrivez, de vous trouver ce petit moment juste pour vous, et où on oublie un peu ce qui se passe autour. Donc voilà par rapport aux émotions. Et puis pour conclure, j'ai juste envie de vous dire de lâcher la pression. Vous faites ce que vous pouvez, on fait tout ce qu'on peut dans cette situation, hein. Pas de pression, ne vous inquiétez pas pour la suite, ça ira. Ce qui va compter là dans cette période, et ce dont ils se rappelleront, ce sera vraiment les relations qui sont tissées, ce sera plutôt les moments d'échange, etc. que le scolaire, et effectivement une bonne relation va valoir tellement plus qu'une bonne note, hein. Alors oui, les bonnes notes c'est bien, mais ça fait vraiment pas tout. J'ai coutume de dire que dans parfait, ce qui compte c'est de faire, hein. Le par c'est pas très grave, l'essentiel est de faire. Donc félicitez vos enfants des petites réussites. Il n'y a pas besoin de ne féliciter que les grosses, même les plus petites, ou les progrès tout simplement, ou la joie aujourd'hui, tu as été attentif. Peut-être que tu n'as pas réussi ton exercice, mais en tout cas tu t'y es mis, tu as été attentif. Vraiment célébrez toutes ces petites choses positives, faites-le pour vous aussi, auto-félicitez-vous, c'est important, hein, pour votre bien-être et celui de toute la famille, et surtout pas de pression quoi.
prenez soin de vous et en cette période un peu tumultueuse, je pense que c'est ça le plus important, prenez soin de vous, de vos familles. Voilà, en tout cas, on est dans une situation inédite, on ne sait pas, en plus, inédite et on ne sait pas ce qui va se passer, tout reste flou et c'est normal, puisque personne ne sait ce que ça va donner. Donc la chose la plus importante, ça va être ça, de ne pas se mettre de pression, de se dire que ça va aller. De toute façon, quand ils vont retourner à l'école, ils seront vraiment tous dans le même cas, ça ne faut pas qu'on l'oublie en fait. Et les professeurs, les enseignants, je suis sûre, sauront s'adapter à ça. Eux aussi, ils auront vécu cette période de leur point de vue, et puis avec leurs enfants pour certains. Donc vraiment, le plus important, ça va être de prendre soin de soi et de prendre soin de vous tous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.